d'être libre et de nous exprimer comme on veut. Un enfant roué de coups, qui finalement a de multiples fractures au nez, à la mâchoire, des os déplacés. L'élève Warren, c'est de lui qu'il s'agit, a été violemment agressé et cette agression vient mettre en lumière l'ampleur des violences chez les jeunes au Gabon et son corollaire de conséquences. Question, quelle est la responsabilité de ce jeune homme qui a administré des coups à son condisciple? Quelle est la responsabilité de la famille? Quelle est la responsabilité de l'État? Mais surtout, quelle est la responsabilité de la justice? Car sur les 6 enfants mis en cause, il n'y en a que 2 qui ont été placés sous mandat de dépôt pour une durée que vous connaîtrez tout au long de cette émission. Le peuple s'exprime donc pour comprendre les causes et les conséquences de la recrudescence de la violence chez les jeunes. Pour en parler, je reçois d'éminentes personnalités. Chacun va passer à l'épreuve de la présentation. C'est très facile de vous présenter souvent, mais je préfère cette fois que le peuple s'exprime tout seul. Et madame, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, madame. Rappelez-nous votre nom, prénom. Alors, je suis Nadine Eyi, directeur général des affaires sociales, représentant le ministère des Affaires sociales et de l'inclusion. Et vous comprenez pourquoi vous êtes sur le plateau de Gabon 24? Bien sûr, je comprends Vous nous en direz parfaitement. davantage juste à côté. Je suis Sir Pavlov Moussavou, sociologue politique et entrepreneur. Très bien. Monsieur? Aurel Mabika, je suis président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon. Très bien. À ma droite, il y a des hommes en noir, comme on les appelle, les hommes et femmes en robe noire. Ce sont des magistrats, mais pas seulement, puisqu'il y a le directeur également de l'éducation de la... Directeur général de l'éducation à la citoyenneté. Voilà, d'accord. On saura ce que vous faites concrètement dans les faits. À ma droite, monsieur Ndinga, mais je laisse compléter. Stéphane Ndinga, procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance de Libreville. Madame Linda Mbongo Ndimba, quelle casquette on retient aujourd'hui? Statut du procureur général près de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Très bien. Alors, rappelez-nous qui vous êtes et surtout votre fonction. Je suis Nicolas Bonono, directeur général de l'éducation civique et de l'alphabétisation au ministère de l'Éducation nationale. Très bien. Messieurs et dames, vous avez, comme nous, vu cette vidéo qui, depuis le 25 octobre, focalise l'attention en République gabonaise. Je m'en vais vous montrer ces images. Âme sensible, s'abstenir. Viens, petit, viens. Viens, petit. 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 Attends, j'ai tout petit. Attends. Moi, je pas une dernière fois. Que les parents comprennent que ce qui arrive à Warren peut arriver à quelqu'un d'autre. Et que ce que je demande, c'est que tout le monde collabore. Parce que quand je vois par tous les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est faux, qu'ils mentent, que nous inventons, que nous faisons pour faire du buzz, ce qui a été dit. Nous ne faisons pas du buzz. Warren est malade, Warren est touché. Warren est touché. Donc vraiment, que les gens acceptent ce que nous vivons aujourd'hui. Warren devait voyager le 28. Il devait aller en France pour faire ses études de notariat. Donc aujourd'hui, Warren se retrouve couché. Il est là. On ne sait plus quoi faire. Il va petit perdre son année, que justice soit faite. Nous voulons que justice soit faite. Des images insoutenables de cette mère de famille qui demande justice pour son enfant. Mais avant que de rentrer dans ce que dit la loi véritablement, nous avons envie de comprendre comment ça se passe dans les établissements, comment les enfants sont protégés pour ne plus arriver à cette extrême violence. Monsieur le directeur général de l'éducation civique et de l'alphabétisation, qu'est-ce que ces images vous inspirent? Madame Nalbika, madame la journaliste, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'encadreur, parce que moi-même j'ai été censeur proviseur, je suis traumatisé. Je n'ai jamais vu une violence aussi inouïe. Et franchement, je suis traumatisé, mais en même temps, je suis inquiet. Parce que ce sont ces jeunes-là qui vont nous remplacer demain. Si des valeurs comme le vivre ensemble, comme la culture de la paix, ne peuvent pas prévaloir à l'école, c'est à l'école qu'on se fait des amis. C'est à l'école qu'on se fait les relations les plus sûres. Mais si l'école devient, et ils ont à peine 15-16 ans, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour notre pays. Avec 2 500 000 habitants,
si on a des jeunes qui ont une telle mentalité, un tel état d'esprit, c'est vraiment quelque chose de traumatisant. Monsieur le directeur, la violence n'a pas commencé hier, avec Warren le 25. Ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'incompréhension ou du mutisme qui règne autour de cette recrudescence de la violence chez les jeunes. Comment l'expliquer? Je quitte chez vous pour aller dans les affaires sociales qui interviennent un peu plus souvent. Les jeunes sont face à eux-mêmes, à l'école, face aux autres, et vous comprendrez que à cause des faits relatés ici, il y a problème. Alors, comment vous appréhendez cette recrudescence de la violence au niveau du ministère que vous représentez sur ce plateau? Merci, Madame Galabika. Alors, comme le disait Monsieur le directeur général, j'ai été tout aussi choquée de voir ces images parce que nous pensons tous à nos enfants qui sont dans des établissements scolaires et on se dit, si c'était le mien, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, il faut savoir que le ministère des Affaires sociales est déployé dans l'ensemble des établissements scolaires publics. Nous avons des représentations avec nos services sociaux. Quand vous dites déployer, vous êtes déployé comment? Comment on le ressent, ce déploiement? Il y a les services sociaux au sein même des établissements scolaires publics. Donc, dans les lycées et collèges, nous avons des services sociaux qui dépendent de la direction générale que je dirige. Quand vous dites, parce que je veux comprendre, hein, pour qu'on cerne un peu bien la problématique, ça veut dire que dans chaque établissement de la capitale, il y a des représentants sociaux qui sont au fait du vécu des enfants dans les établissements. C'est réel ou c'est une utopie? Ce n'est pas une utopie. Oui. Nous avons, Dieu merci, des cadres de l'éducation nationale sur ce plateau. Donc, ils peuvent confirmer effectivement que nous avons... Quoi? Dans les faits, ils font quoi? Nous faisons dans la prévention. C'est-à-dire? Nous faisons dans la prévention, nous discutons avec les enfants, nous sensibilisons les enfants, nous travaillons avec le corps professoral, nous détectons les violences. Vous détectez, qu'est-ce que vous faites après? Ensuite, on discute avec les enfants. Parce qu'il faut savoir que nous sommes bien conscients que les violences ne commencent pas à l'école. Elles peuvent commencer dans le milieu familial. Et les enfants, il faut les mettre en confiance. Nous discutons avec eux. Mais madame, excusez-moi, parce que nous n'avons pas... de loi à son moulin, ils nous saisissent aussi. Oui, d'accord, oui, la justice. Oui. Très bien, mais si on se rend compte, si on parle de recrudescence, c'est que le phénomène a la peau dure. La violence a désormais la peau dure. Elle ne résiste plus aux antibiotiques qui sont les assistants sociaux. Donc, comment on transcende cette limite? Je vous reprends la parole pour la donner à monsieur le représentant des parents ici. Est-ce que ces images que vous avez vues doivent exister quand il y a des enseignants sociaux dans les établissements, quand on a l'éducation nationale qui a mis des mécanismes de surveillance des enfants et d'accompagnement de ceux qui s'écartent de la voie autorisée? Alors, merci madame. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que les images choquent, mais ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui parce que les réseaux sociaux nous rapportent des images. Il y a des violences qui ne sont pas répertoriées. Absolument. Et parfois qui sont gérées juste entre le chef d'établissement qui négocie avec le parent de la victime et le parent de l'auteur. Et puis après, tout de suite, l'affaire est réglée. Moi, je pense que le problème, aujourd'hui, ces images nous interpellent. Parce que nous avons déjà crié que l'école ne peut pas être gérée sans les parents, malheureusement. Mais de moins en moins, les parents sont associés dans la gestion de l'école. Quand je parle de la gestion de l'école aujourd'hui, c'est vrai, il y a des conseils d'administration des établissements, mais la représentativité des parents sont aujourd'hui amoindries. La preuve, avant, nous avions des, comment on appelle ça, des conférences, des thématiques développées ensemble, parfois le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, etc. Aujourd'hui, tout a disparu parce que la gestion de l'école aujourd'hui est centralisée au niveau, j'ai envie de dire, du chef d'établissement et ses enseignants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le phénomène de la violence aujourd'hui, qu'on appelle violence en milieu scolaire, en réalité, ne se passe plus au sein des établissements. Il se passe en dehors des établissements. Donc, ça veut dire que là aussi, ça interpelle la responsabilité de l'État. Parce que quand on sort de l'établissement, tout de suite, évidemment, le ministère public devrait s'en saisir parce que quand vous allez voir le chef d'établissement, il vous dit « ça se passe en dehors de l'établissement, mon règlement intérieur s'applique
à l'intérieur de l'établissement. Donc souvent, on est un peu, nous les parents, nous sommes un peu coincés. Parce que de l'autre côté, on ne le dira jamais assez, la faute revient tout de suite aux parents parce que nous sommes le premier éducateur de l'enfant. Et là, est-ce que dans le cas d'espèce, ce n'est pas vrai? Mais madame, on n'est ni pas cela. J'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est honteux de se faire appeler parents d'élèves. C'est honteux parce que nous cautionnons aujourd'hui, les parents, nous cautionnons, j'ai envie de dire, nous faisons consommer la violence premièrement à nos enfants parce que si l'enfant voit les premiers coups, c'est dans la maison de son père et de sa mère. Donc, il en consomme premièrement dans la maison de son père. Puisque l'enfant est le fruit de son environnement. Tout à fait. Il ne se lève pas pour devenir violent. Il a forcément été inspiré par quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi moi, je m'en vais dire qu'aujourd'hui, le problème n'est plus le parent. Le problème aujourd'hui, c'est la loi. La loi ne parle plus. La loi ne sanctionne plus. La loi n'éduque plus. La loi, c'est qui aujourd'hui? La loi, c'est le galon du papa. La loi, c'est le titre du papa. La loi, c'est le papa lui-même. Et quand le papa dit, va faire, il n'y a pas de problème, si tu as un problème, je vais te délivrer. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut un coup de libération familiale. Très bien, c'est joliment dit. Moi, je veux, avant de vous donner la parole, parce que vous avez été indexés, messieurs et mesdames de la loi, ici, il faut qu'on aille comprendre le phénomène. Le Gabon a existé depuis des décennies. Mais pourquoi, en 2025, on se retrouve encore face à de tels comportements blâmables d'enfants à peine sortis de la, on va dire quoi, de l'enfance? Ce sont des enfants. Ils sont même pas encore, ils sont préadolescents. Donc, ils ne sont pas encore sortis de là. Comment expliquer ce phénomène de violence? Est-il le fait de l'accès illimité à Internet? Est-il le fait des parents démissionnaires? Est-il le fait de cette société qui ne sanctionne plus, qui éduque juste pour nourrir et vêtir? Comment comprendre ce phénomène? Alors, vous avez, tout en posant la question, éludé un certain nombre de causes. Voyez-vous? Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'enfant ou encore le jeune, ou chaque génération est le fruit ou le produit de son environnement. Allons-y un peu questionner l'environnement dans lequel évoluent ces enfants-là. Allons-y déjà commençons par le cadre familial. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Mais écoutez, il y a une différence entre élever un enfant et éduquer un enfant. On peut élever un cochon, on peut élever un chien. Il y a des familles qui, malheureusement, élèvent les enfants, mais ne les éduquent pas. Éduquer un enfant, ça signifie quoi? Lui transmettre les valeurs morales et spirituelles qui feront de lui un adulte responsable. Donc, il y a déjà cette faillite-là. Le deuxième élément, c'est l'influence des réseaux sociaux. Voyez-vous, nous sommes dans une société qui est ouverte à tout, qui autorise tout. Il n'y a aucune digue qui consomme tout, qui valorise tout. J'ai envie de dire, qui normalise, qui écarte ce qui est normal et normalise l'écart, malheureusement. Et vous avez aussi le phénomène de la consommation des drogues dures qui n'est là aussi qu'une conséquence de la porosité de nos frontières, de la faillite de notre système sécuritaire, ainsi de suite. Donc c'est tout cet environnement-là qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec des jeunes ou une jeunesse qui est violente, avec des enfants rois. Pourquoi? Parce que depuis leur environnement social, on leur donne ce sentiment-là qui consiste à les laisser penser qu'ils peuvent tout se permettre, en ce sens qu'ils peuvent même aller jusqu'à provoquer la mort, comme on a vu avec le cas Michaela, d'accord, et qu'ils ne doivent pas répondre de leurs responsabilités devant la justice. Donc la responsabilité, elle est sociétale. Je ne veux pas m'appesantir uniquement sur ceux qui sont censés dire la loi, d'accord? Mais les niveaux de responsabilité valablement sont représentés à plusieurs niveaux. D'accord, niveau familial, niveau de la société, mais aussi au niveau de la loi. Messieurs et mesdames de la loi, vous êtes sur le plateau et vous avez été clairement indexés. Vous ne prenez pas vos responsabilités devant l'histoire. Comment est-ce possible qu'un enfant de 15 ans se fasse rouer de coups et que la loi ne dise rien? Finalement, la loi, comme l'a dit quelqu'un sur les réseaux sociaux, se range du côté du bourreau et pas de la victime. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Que dit la loi en pareille circonstance, après avoir regardé ce qui se passe? Madame Linda Bongo Ondimba. Ce que moi j'avais remarqué depuis que j'étais au ministère de la Justice, c'est la démission des parents. Très bien. Les parents, quand vous arrêtez leurs enfants, la loi, le code de l'enfant préconise que le parent doit être présent ou la présence d'un travailleur social spécialisé. Mais travailleurs sociaux se retrouvaient seuls. Les parents, oh, lui encore, faites ce que vous voulez, on n'en veut plus. Ou parfois, vous avez même des parents qui cachent leurs enfants.
Vous venez pour perquisitionner le domicile, pour arrêter l'enfant. Ah non, l'enfant est chez sa grand-mère. On ne sait pas où il est. Les parents sont les premiers parfois à faire obstruction à la justice, à ne pas vous remettre l'enfant. Parfois, ils vous remettent l'enfant, mais ils viennent pleurer. Oui, laissez-le rentrer à la maison. Il n'est pas bien, il est asthmatique, il est paludéen. On vous promet que lorsque l'audience va commencer, il viendra. Il signe la garantie. Et quand le moment du procès arrive, les parents ne sont pas là. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens de pression? Là aussi, tout à fait. Il y a des moyens de pression qui existent. On s'est aussi rendu compte, pendant que j'étais aux affaires sociales, que les enfants issus des familles monoparentales étaient beaucoup plus sujets aux agressions, aux délits et aux crimes que les enfants qui sortaient d'un milieu structuré où il y avait le père, la mère, ils avaient des rituels, on mange à midi, le père est présent, les pères sont démissionnaires, c'est un fléau qui atteint de plus en plus et nos aujourd'hui, sociétés. face à cette violence qui monte et monte encore chez les jeunes, on est en droit de s'interroger sur les véritables causes. Oui, il y a cet aspect de démission des parents, mais encore, aujourd'hui, la justice est à l'épreuve de cette violence. En tant que magistrat, lorsque vous voyez ce type de message lancé par un jeune qui est très violent, on ne le juge pas ici parce que ce n'est pas le lieu, mais cette image-là, elle doit forcément vous inspirer quelque chose. Mais que dit la loi concrètement pour protéger les jeunes d'autres jeunes violents? Stécie Ndinga, vous avez la parole, vous êtes procureur. Merci, Madame Galivika. Alors, je prends la balle au bon parce que la justice était lynchée, en griffe. Le ministère public était présent. Vous voyez qu'avant que la vidéo ne devienne virale, le ministère public est intervenu. Les arrestations ont été faites et donc les présumés auteurs ont été mis à la disposition justement d'une unité de police judiciaire qui a proprement mené l'enquête. Alors, c'est pas parce que une brebis galeuse se trouve dans le troupeau qu'on va en faire on va en faire une généralité. D'accord? Vous avez bien, comme vous l'avez dit, un juge a été suspendu de ses fonctions dans le cadre de cette affaire et un autre a pris la relève et l'enquête se déroule bien. Comme disait Madame le substitut général, nous allons parler au fond de cette affaire qui justement est pendant devant l'instruction. Mais rassurez-vous, la justice travaille, le ministère public est debout. Dans une émission précédente, on le disait déjà, que nous allons mener, donc nous allons mettre en place donc un mécanisme très approfondi pour que justement ce genre de violence, revoir en face justement l'intervention du ministère public à chaque fois que donc il y a des actes de barbarie, à chaque fois qu'il y a des violences, même en milieu scolaire, le ministère public cette année a décidé d'être plus proche encore donc du milieu estudiantin. Est-ce qu'il y a une justice pour les pauvres et une justice pour les riches? On a vu, mes équipes et moi avons été témoins de ce que plusieurs enfants étaient interpellés, mais il y en a un ou deux qui sont partis de chez eux pour venir au bureau du procureur. Ça veut dire que tous n'ont pas été placés en, on dit quoi, pas en détention, mais en garde à vue. Est-ce qu'il y a une justice pour les moins nantis parce que mon père et ma mère ne sont personne? Est-ce qu'il y a une justice pour les plus nantis parce que mon père est une personnalité de ce pays? Est-ce qu'il y a une justice équitable pour tous, que l'on soit enfant de pauvres ou enfant de riches, pour caricaturer de cette façon? Il faut comprendre que la mesure de garde à vue, justement, est, en fait, tend à garantir la représentation des auteurs, des présumés auteurs devant les autorités judiciaires. Alors donc, c'est dire que celui qui a suivi l'enquête a bien vu. Il a jugé que ces personnes pouvaient donc garantir leur représentation devant le procureur de la République. C'est ce qui a été fait. Alors, il faut dire que dans le cadre de cette affaire, les arrestations se sont faites progressivement. Chaque fois que des personnes étaient citées, d'accord, elles étaient automatiquement arrêtées. Et donc, c'est sûr que les personnes que vous avez vues se présenter devant le procureur en dernière position ont été sûrement les derniers à être cités. Et présentement, ils sont tous devant le juge d'instruction en charge des mineurs qui prendra les décisions adéquates dans le cadre de cette affaire. Et nous reviendrons avec force et précision sur toutes ces informations parce que malheureusement, nous sommes arrivés au terme de la première partie. Je ne comprends pas comment ça se passe, mais je vais remercier donc ceux qui vont nous quitter pour cette étape et nous allons être retrouvés par d'autres personnes. Je vous permets quand même de conclure pour toutes les personnes qui vont nous quitter parce que nous avons malheureusement encore des choses à dire. Je m'en vais donc remercier Madame Obonze, épouse EI, directeur général des affaires sociales, mais ne partez pas sans nous dire concrètement quels sont les mécanismes mis en place par
les affaires sociales pour accompagner les jeunes et surtout pour lutter contre les violences? Alors, nous pensons que la prise en compte de la violence en milieu scolaire part de la base, de la famille. Donc, nous essayons d'agir avec les familles. Donc, au sein des établissements scolaires, nous essayons de détecter justement les prémices de cette violence, ou même des enfants qui sont isolés, qui sont des potentielles victimes. Donc, c'est un travail que les professionnels font avec le corps professoral, comme je le disais, et nous allons dans le milieu familial, parce que nous ne nous contentons pas de rester au sein des établissements. Lorsque nous avons détecté un cas de violence, que ce soit scolaire ou un enfant vulnérable, tout simplement, nous allons auprès des familles constater, voir dans quel milieu cet enfant vit. Et comme le disait quelqu'un... Il y a combien d'enfants au Gabon? Parce que c'est joliment dit, comme ça j'ai l'impression qu'on est dans un film de science à l'eau de rose, hein, comme nous sommes en octobre, et c'est octobre rose. Madame, il y a combien vous allez dans quelle famille? L'enfant qui a été violenté à Makokou, à Makongogno, est-ce que vous, Affaires sociales, allez à Makokou, à Makongogno pour extirper cet enfant de cet environnement hostile? Oui ou non? Est-ce qu'on parle de la réalité qui va nous aider à comprendre le phénomène et comment régler la question? Ou bien on est dans une vue très politique de la chose alors que les faits sont réels? Il y a un enfant qui est tombé, mais il y en a d'autres qui subissent ça au quotidien. Non, ce n'est pas une vue d'esprit. Oui. Les affaires sociales ont cette particularité d'être représentées sur toute l'étendue du territoire et dans les départements. Donc, lorsqu'il y a un cas avéré de violence ou de maltraitance envers un enfant, nous agissons. D'accord. Nous allons au plus proche des populations, au plus près des populations. Et vous avez des statistiques, forcément, puisque vous êtes très présent. Vous avez des statistiques en 2000, disons le 2023, par exemple, pour être un peu plus proche de votre réalité. Sur la base des statistiques de l'UNICEF, 59% d'enfants ont été victimes de violences en tout genre. Au Gabon. Au Gabon. Pas que les violences scolaires, mais les violences verbales, les violences psychologiques et les violences sexuelles. Mais ça veut dire que ça fait 59%, c'est un chiffre alarmant. Mais c'est très Comment alarmant. on règle la question, s'il vous plaît? Ce n'est pas une question qui peut se régler au sein du ministère des Affaires sociales. C'est une question transversale. Transversale. D'accord. Donc, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Famille, le ministère de la Justice. Est-ce que des choses sont faites dans ce sens? Rapidement, on va vous laisser partir parce que nous sommes à la fin de cette première partie. Monsieur le sociologue, je souffrais d'attendre un peu. Madame répondait à ma question. Est-ce que des mécanismes, est-ce qu'un écosystème a été mis en place puisque la question est transversale, est-ce qu'il y a un écosystème qui réunit donc le ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la Justice, etc., pour régler ce problème définitivement? Bien sûr qu'il y a un écosystème qui est déjà mis en place et je me réjouis d'être sur ce plateau avec Madame Linda Bongo, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Donc nous avons aussi au sein du ministère de la Justice une unité du ministère des Affaires sociales justement pour réguler ce problème de violence des jeunes. Merci beaucoup. Monsieur, alors, vous avez le droit de nous parler de ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes au Gabon. Comment on sort de là? Alors, je vais évoquer un chiffre. S'il vous plaît. Et c'est l'enquête Afrobaromètre qui l'a révélé en 2022. Voyez-vous, dans ce pays, 63% de Gabonais ne font plus confiance en l'appareil ou en la justice de ce pays. Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment qu'il y a une justice pour les pauvres et une justice pour les riches. Donc il va falloir que nous puissions, en plus des autres mécanismes, mettre un terme au règne de l'impunité que nous observons, ou du moins que les uns et les autres n'ont de cesse de dénoncer. Il y a aussi le phénomène de la corruption. Voyez-vous, lorsqu'on parle de notre appareil judiciaire, ce n'est pas qu'au tribunal. Allons-y un peu voir ce qui se passe dans les commissariats. Lorsque ces jeunes-là sont parfois arrêtés, là on parle de violence en milieu scolaire, mais il y a plusieurs types de violences. Il y a le phénomène de braquage que nous subissons au quotidien, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe dans les commissariats? On arrête un jeune aujourd'hui, demain il est dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a versé, on a corrompu celui qui était censé veiller ou assurer la garde, ainsi de suite. Ce sont des accusations. Nous avons des preuves. Plusieurs familles se plaignent. C'est un fait, nous ne sommes pas là pour faire dans la langue de bois. Vous savez,
un pays n'a d'avenir que sa jeunesse. Et lorsque nous observons aujourd'hui le constat, ou du moins la conséquence est laquelle, c'est que c'est l'avenir de notre pays qui est compromise. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là à laquelle nous faisons face ne pourra pas prendre ses responsabilités ou relever les défis auxquels ce pays-là est confronté. Voyez-vous? Donc, c'est des questions sur lesquelles nous ne devons pas biaiser. Moi, je m'appesantis sur l'aspect juridique ou judiciaire, si je peux me permettre, mais on ne peut pas tout dire le temps d'un plateau. C'est pour dire ici qu'il va falloir que nous puissions aussi également avoir le courage de dire certaines choses. Et même si monsieur le procureur a dit que la justice travaille, oui, elle travaille, mais elle ne travaille pas dans le sens de faire en sorte qu'il y ait des procès équitables au regard de ce que nous observons. Voilà. Donc, il faut aussi qu'un travail minutieux soit mené à ce niveau-là. Merci beaucoup. On marque une pause, on revient avec de nouveaux invités. Je vous remercie d'être passés. On garde les mêmes de ce côté et on prend d'autres de ce côté. On revient chez vous pour parler de comment sortir véritablement de ce phénomène qui, je l'espère, va essayer de s'estomper avec toutes les précisions de nos téléspectateurs, mais surtout l'apport de tous nos invités sur ce plateau. Le peuple s'exprime, seconde partie de cette problématique de recrudescence de la violence au Gabon. C'est juste derrière ceci. Je vous laisse avec cet extrait des jeunes hommes qui se parlaient avant l'acte, de passer à l'acte, et qui se sont parlés après être passés à l'acte. C'est là dans ma tête, je pense juste à ça. Genre samedi, si je l'attrape. Genre tu viens samedi, genre tu vas avec ton téléphone, on va te faire genre, on s'appelle le crédit, tout le monde va donner son numéro. Mais il va mettre papa, tu vas marcher avec Warren là. Dès que mon ami te dit, genre il va te dire un truc genre en mode, tu as reçu le dépôt, tu vas juste mettre oui et tu vas me voir arriver. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du peuple qui s'exprime sur cette problématique de violence au Gabon. Et le fait qui nous réunit ce jour est celui du jeune Warren, et la justice est interpellée à l'épreuve de l'impartialité parce que beaucoup de choses ont été dites. Il paraît qu'il y a désormais une justice au Gabon pour les riches et une autre pour les pauvres, et l'enfant d'un pauvre peut se faire taper dessus à la barbe de la société sans que la justice ne se saisisse de l'affaire et ne rende justice à cette personne. Alors, messieurs, vous, lorsque nous sortions et que nous raccompagnions Madame le directeur général des affaires sociales, vous avez entendu cet audio ou ces audios de jeunes personnes qui étaient conscientes de ce qu'elles allaient faire à ce jeune Warren. Aujourd'hui, il y a eu préméditation. Alors, la justice est attendue au pied de la justice. Permettez que je le dise en ces termes. Qu'avez-vous à répondre à ça, et surtout comment on réagit face à ce qui vient d'être entendu? Alors, merci Madame le directeur général. Il faut le dire, hein, c'est des pièces du dossier. C'est vrai qu'on ne va pas les commenter, je veux dire, dans les détails sur ce plateau, mais il faut dire que ces pièces-là sont bien consignées au dossier et contribueront justement à la prise de décision par le juge en charge de l'affaire. Rassurez-vous que le peuple gabonais soit serein. L'affaire qui défraie la chronique est prise en charge par les autorités judiciaires et tout le monde a un regard particulier là-dessus. Il n'y a pas dans ce cadre une justice pour les pauvres ou pour les riches. Mais comment comprendre que quelqu'un qui a été reconnu coupable à cause de la flagrance du délit se retrouve le lendemain dehors? On ne sait pas finalement si la justice a été mouillée pour que cette personne sorte, ou bien parce que c'est l'enfant de quelqu'un qui est connu par un agent de la justice. Comment expliquer cette histoire qui fait qu'aujourd'hui les Gabonais ne croient plus en leur justice? En fait, il faut dire, les Gabonais aussi refusent d'apprendre. Parce que l'autre problème, et le grand problème qui est soulevé lorsqu'on parle de corruption, c'est la méconnaissance du droit. Dans les autres pays, les peuples s'intéressent justement aux éléments juridiques qui encadrent, qui régissent leur fonctionnement. Or, au Gabon, on a la critique facile. Pour une affaire pénale, une affaire civile par exemple, tout le monde a tendance à saisir le procureur de la République. Lorsque le procureur de la République dit qu'il est incompétent, on dit qu'il est corrompu. Et pour plusieurs cas, en fait, c'est la même chose. Dans l'affaire, par exemple, voilà, dans la présente affaire, par exemple, on parle de condamnation. Il ne s'agit pas de condamnation. Il s'agit ici d'une incarcération provisoire qui a été prise par le juge. Bon, donc les professionnels du droit et le peuple donc, ont estimé que en fait, les faits étaient flagrants
et qu'un mandat de dépôt devait être tout simplement décerné. Tout simplement. Mais il n'y a aucune condamnation jusqu'à présent. Et précisons-le, toutes les personnes justement inculpées par le juge aujourd'hui sont toujours présumées innocentes. Toutes ces personnes sont présumées innocentes. Mais même si on les a vues sur les images, quelqu'un qui tape sur l'autre, elle est présumée innocente jusqu'à ce que le... Jusqu'à la condamnation. Jusqu'à ce que le juge se prononce. Le juge du siège, qu'il y ait une audience publique ou actionnelle dans laquelle elle est condamnée. Tant que la personne n'est pas condamnée publiquement, elle est présumée innocente. C'est ça les mécanismes. Malgré les faits. C'est ça les mécanismes de la loi. La loi n'est pas logique, elle n'est pas morale, elle est technique. Elle obéit à un certain nombre de règles et de principes que justement la méconnaissance de la population sur ces mécanismes-là leur donne l'impression que la justice ne fait pas son travail. Parfois, on fait notre travail, mais ce sont les juges. Quand je dis parfois, ne me tirez pas dessus, madame. Non, je vous suis. Parfois. Et donc, il y a des fois où vous ne la rendez pas au nom du peuple gabonais. Je suis investie par ma mission, je veux rendre la justice, mais les premières personnes à m'empêcher de la rendre, ce sont parfois même les victimes elles-mêmes qui retirent leur plainte, qui ne se présentent pas à l'audience. Je vous donne un cas pendant l'audience criminelle qui s'est passée pendant le mois de juillet. J'avais un cas d'un monsieur qui avait violé et assassiné une femme. J'appelle sa mère refuse de venir. Elle refuse de venir à la barre témoigner. Et dans ce cas d'espèce, qu'est-ce que la justice doit faire? Puisqu'il y a un cas réel là. On est obligé de se débrouiller avec les faits du dossier, avec ce qu'on a dans les pièces du dossier. Et rendre justice en fonction. Avec les pièces manquantes. D'accord. Mais c'est vous dire que la méconnaissance du droit, le fait que parfois les personnes s'entendent entre elles, finalement je laisse tomber, on s'est entendu entre nous, vous avez déjà mis l'action publique en marche, non finalement nous on ne veut plus, on ne se présente plus. Madame Linda Bongo, moi je trouve que c'est un peu trop facile de taper sur la justice à tout bout de champ. Il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est un problème transversal. Ça ne concerne pas simplement la justice. Ça ne concerne pas simplement l'éducation. Ça concerne tout le monde. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et c'est pourquoi nous avons, à l'entame de cette émission, questionné la responsabilité de l'État dans son ensemble. Et c'est ce qui va être fait encore au cours de cette émission. Vous nous avez rejoint, Madame Anguezomo. Vous êtes là, merci d'être avec nous. Les images sont insoutenables, selon certains. Vous les avez regardées, vous les avez vues. Vous avez entendu les audios et vous avez nécessairement un commentaire à faire. Quel est-il? Le commentaire, il est très alarmant. Je voudrais quand même attirer la conscience de tout un chacun. Il est bien beau, nous sommes sur ce panel, mais on a en face un jeune homme qui a eu le bac à 15 ans. C'est un haut cadre de ce pays, l'espoir de toute une famille. La conscience ici nous ramène que nous, les mamans, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ce genre d'image? C'est la femme qui éduque. Madame Galbika, je pense récemment, j'ai été sur un de vos plateaux et j'ai toujours redit ce mot. La femme est le pilier de cette société. Ces enfants aujourd'hui qui cognent sur les autres, nous les mamans, nous les connaissons avant de les inscrire. Qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, on a un jeune homme qui peut être handicapé demain. Et on aura d'autres qui sortiront, ils voyageront parce qu'ils vont se dire, oui, entre guillemets, papa a su donner la main. Mais face à ce jeune qui est victime aujourd'hui, il devait voyager, continuer les cours en France, je ne sais pas. Madame Galbika, c'est choquant. On a en face de nous des enfants qui nous poignardent en longueur de journée. Bien sûr, on va caresser, mais il y a des enfants qui nous dévalisent des maisons. Et aujourd'hui, cet enfant devient monstre dehors. Et aujourd'hui, on a en face de nous la loi. La loi aussi, comme l'a si bien dit Madame Linda, a sa procédure. Mais la procédure, pour nous, on estime qu'elle est lente. Parce que pour moi, voir ces images, c'est insupportable. C'est insupportable, Madame Linda. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? L'éducation nationale, j'ai envie de vous interpeller aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'enfant, il sort de la maison, c'est vous aussi qui êtes des éducateurs. Malheureusement, dans les écoles, on l'a vu récemment, des jeunes se taper dessus dans l'enceinte des établissements. Quels sont aujourd'hui les mécanismes réels mis en place pour protéger les enfants dans les établissements et partant leur inculquer ces valeurs qui vont les protéger eux-mêmes dehors? Bien, très bien. Madame Galbika, vous savez, lorsqu'on va schématiser, vous déposez votre enfant le matin devant le portail. Devant le portail, il y a des agents de sécurité scolaire qui fouillent le sac de cet enfant, qui fouillent toutes ses affaires.
Dans l'établissement, il y a d'autres agents qui circulent ce qu'on appelle la police scolaire. Donc, on a nos surveillants qui veillent sur la sécurité des enfants. On a les agents de sécurité scolaire. On a ajouté la police scolaire parce qu'on s'est rendu compte que ce phénomène devenait difficile à maîtriser. Aujourd'hui, on ne peut plus parler seulement des violences en milieu scolaire. On parle des violences tout court du milieu scolaire ou des milieux scolaires. Parce que la violence se déplace. Lorsque nous arrivons à circonscrire le mal dans l'établissement, ces enfants sortent de l'établissement et ils vont s'affronter ailleurs. À ce moment-là, nous considérons que les violences en milieu scolaire se sont déplacées et elles deviennent des violences des milieux scolaires. Maintenant, parlons de ce qui vous concerne. Voilà. Oui. Donc, nous avons à l'intérieur de nos établissements, au-delà de ce qu'on appelle la prévention, oui. Il y a la prévention. Quand vous prévenez, vous dites quoi aux enfants? Voilà. Ne vous tapez pas dessus, la violence est proscrite, vous dites quoi? Non. Vous faites quoi? Nous faisons de la sensibilisation. Oui. Nous allons dans les salles de classe. Vous avez sensibilisé, ils se tapent nous avons créé, non, attendez, nous avons créé ce qu'on appelle les cellules d'éthique et d'éducation civique. Pour quel objectif? Qui permettent aux enfants de pouvoir expérimenter la citoyenneté pratique. Parce que ce qu'on leur enseigne dans la tête, il faut qu'ils arrivent à le vivre. Ces cellules d'éthique et d'éducation civique, on les a mises en place en 2023. Et nous avons une stratégie de riposte contre les violences en milieu scolaire qu'on a conçue. La semaine prochaine, dès la semaine prochaine, nous allons rassembler toutes nos équipes en interne pour regarder comment réajuster la stratégie. Et puis, nous allons pouvoir travailler... Vous pouvez prendre la parole, elle vous est donnée, je vous la donne. Monsieur le directeur général, arrêtons-nous un peu, pardon. Madame, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, rapidement. Ce que je veux dire, c'est que... Restez à votre place. Voilà. Ce que je veux... Non, mais parce que ce phénomène est quelque chose qui nous dérange en réalité. Donc, en dehors de cette lutte intramuros, nous avons également d'autres partenaires pour gérer la lutte contre les violences en milieu scolaire. Les partenaires, là, c'est qui? Pardon, je vais parler comme au quartier. Mais vous avez le ministère de l'Intérieur. Oui. Nous avons en commun la police scolaire. Oui. Vous avez le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Oui. Parce que nous avons un mécanisme commun. Oui. Qui fait en sorte que lorsqu'on a fini de prendre en charge un enfant au sein de l'établissement, s'il y a des violences, c'est examiné au niveau de conseil on n'a qu'une seule émission, malheureusement, on ne peut pas tout écouter. Conseil de discipline. Oui. Après avoir géré la question du conseil de discipline, eh bien, nous transférons au magistrat si la question devient une question Monsieur le directeur, est-ce que je peux prendre la parole? Vous me permettez? Je vous en prie. Merci, monsieur le directeur. Moi, je suis gabonaise, hein, je vis dans ce pays-là. Ce que vous dites, ça concerne les Français. On vit dans un autre monde. Les violences sont réelles, monsieur le directeur général. Elles touchent un Gabonais sur 10 ou 5 Gabonais, 5 jeunes Gabonais sur 10 chaque jour. Madame Galbika, ce sont des chiffres. Alors, loin des mécanismes de intramuros ou encore voie extramuros, dans les faits, les élèves sont agressés, les parents sont alarmés. Ils sont démissionnaires, oui, c'est un fait. Mais les parents qui viennent déposer leurs enfants le matin, une école comme celle dans laquelle ces élèves qui sont incriminés aujourd'hui, qui passent devant le juge d'instruction, sont scolarisés, n'est pas n'importe quelle école où il y a une entrée, une sortie filtrée. Mais il y a quand même des violences en dehors de ces établissements. Je ne compte pas les établissements publics qui souffrent d'une porosité certaine de leur entrée et de leur sortie. Monsieur, la question que moi, Laetitia Galibika, je vous pose, c'est qu'est-ce qui est fait pour protéger nos enfants dans ces établissements où il y a du sexe, où il y a de la drogue, où Kemeka est le patron de la chose, où il trouve des subterfuges pour placer les autres. Monsieur le directeur, la question est posée. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour sécuriser les enfants à l'intérieur et pour qu'il n'y ait plus jamais ces violences-là? Mais je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit ceci, Madame Galbika. Je vous ai dit que quand vous avez 4 000, 5 000 élèves à gérer, vous avez 5 000 esprits à gérer. Et nous faisons en sorte que, quoi que les effectifs soient minimes, je veux dire que nous avons les surveillants généraux, enfin les surveillants des établissements. Nous avons la sécurité scolaire qui entre dans l'établissement. Très bien. Et qui se saisit les dossiers. De telle sorte que si on prend un enfant, je vais vous dire, hein, dans les établissements publics,
aujourd'hui, ce sont les phénomènes sociaux qui ont S'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout le monde qui ont rendu prend la ces phénomènes Oui. absolument presque sauvages. Oui. Mais nous disons que nous avons des années scolaires stabilisées, nous avons des examens. Ça veut dire qu'il y a une organisation qui fait en sorte qu'on arrive à partir du début de l'année jusqu'en fin d'année. Votre mot de la fin. S'il vous plaît, on va permettre à monsieur le directeur de se retirer et de prendre l'autre intervenant. Bien. Ce que je veux dire, c'est que la question des violences en milieu scolaire est une question transversale. Très bien. On ne peut pas accuser l'éducation nationale comme ne trouvons pas les solutions. Nous sommes en train de trouver les solutions à notre niveau. Et je vous ai dit que, en fonction de l'ampleur du problème, dès la semaine prochaine, sur la base d'instructions de M. le Président, le chef de l'État, dès la semaine prochaine, nous allons pouvoir rassembler toutes nos équipes, à la fois celle de l'éducation nationale que nos partenaires de l'extérieur, pour pouvoir définir une stratégie nationale qui fera que dans les prochains jours, nous serons beaucoup plus efficaces. En espérant que chacun de nous va jouer son rôle, les parents, les enseignants. L'histoire retiendra que vous l'avez dit sur le plateau de Gabon 24 en 2025. On espère que les violences vont diminuer dans les établissements du Gabon. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez réagir. Il va écouter votre réaction et se retirer parce que nous avons du monde derrière. Qu'aviez-vous à nous dire? Merci, madame. On ne tire pas sur un homme qui est à terre. Écoutez, on ne fait pas le procès d'une institution, mais il faut que nous, les Gabonais, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise les vérités. C'est notre Gabon à nous tous. C'est le Gabon que nous allons laisser à nos enfants. C'est le Gabon dans lequel nous avons été formés. Et nous savons tous que le Gabon dans lequel vous et nous avions été formés est différent de celui que nous dirigeons aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Et si on dit que c'est la responsabilité des parents, premièrement, acceptons que c'est notre responsabilité. Et si on accepte que c'est notre responsabilité, qu'on soit directeur, qu'on soit censeur, qu'on soit proviseur, on est responsable de la gestion des enfants et des établissements. Très bien. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas accepter leur responsabilité. Moi, je suis président de l'association des parents d'élèves. J'ai été président de l'association des parents d'élèves du CES Lomba 1. La sécurité scolaire dont vous faites allusion, je l'ai créée, moi, Mabika Aurel. Demandez. Aujourd'hui, ils ont cumulé 5 mois sans salaire. Comment peuvent-ils être efficaces? Comment peuvent-ils gérer nos enfants? Le système de fouille au sein des établissements, là, au lycée national Léomba, des témoins existent. Aujourd'hui, je ne suis même pas, je n'en réclame pas dans la gestion de ce projet. C'est un projet, et il faut saluer le travail que le ministre de l'époque, Daouda Mougama, avait fait dans ce domaine. Parce qu'on voulait éradiquer le phénomène des violences. Aujourd'hui, nos établissements, l'année 2024, combien de séminaires, on va dire, de prévention sur les sécurités des violences en milieu scolaire? Combien de sensibilisation, allais-je dire? Combien? 0. Nous savons tous que l'UNICEF a investi des moyens pour que les enseignants soient formés, pour que les parents soient formés sur le mécanisme de prise en charge de la violence en milieu scolaire. Dans le cadre... n'importe quoi, on est sur le plateau. Allez-y. Je suis en train de dire que s'il vous plaît, les sensibilisations dont vous parlez, elles se déroulent dans les établissements, mais sauf que... Lesquels, monsieur le directeur? La question est posée. La parole, vous l'avez. Moi-même, en tant que DG d'éducation civique, je fais de la sensibilisation avec mes équipes. Mais est-ce que c'est votre rôle? Non, suivez. Oui, non, mais parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Parce que nous avons sur le terrain, je vous ai dit que nous avons des agents sur le terrain. Merci. Et puis je vais vous dire quelque chose. Rapidement. Puisque nous parlons de responsabilité. Oui. Moi, je me réjouis parce que le dernier conseil des ministres, s'il vous plaît, le dernier conseil des ministres, M. le Président de la République a pris la décision de renforcer l'éducation à la citoyenneté, le civisme et l'éducation populaire. C'est une des réponses à la violence? Non, mais je veux dire que même pour lutter contre la violence, il faut des moyens. Mais monsieur le Président est arrivé hier, comme on dit au quartier. Le phénomène de la violence existe. Les proportions sont inquiétantes. On vous a demandé, vous avez dit que c'est transversal. On a compris qu'il y a des choses qui sont faites. Votre mot de la fin, pour qu'on puisse faire rentrer... Mon mot de la fin, c'est que je suis en train de dire aux Gabonais, s'il vous plaît, que même les élèves d'aujourd'hui, nous reconnaissons que le phénomène a pris une ampleur vraiment exagérée.
est-ce que vous reconnaissez que le ministère a quand même un rôle important à jouer dans la vie des enfants? Le ministère a un rôle important et il joue son rôle. Merci à vous, Monsieur Nicolas Bounounou, directeur général de l'éducation civique et de l'alphabétisation, était avec nous sur Gabon 24. Il nous quitte et nous vous raccompagnons avec ces audios qui vont certainement vous faire réfléchir à la meilleure façon de lutter contre les violences. Merci à vous. On se retrouve juste derrière ceci. Le jeune est arrivé dans nos structures dans un état de traumatisé, voilà, traumatisé du membre supérieur généralement, multiples traumatismes au niveau de la face. Cliniquement, on avait des déformations visibles au niveau du nez, on avait également des tuméfactions au niveau de l'arcade frontale. Donc, et puis la voix était également perturbée, ce qui nous a amené à demander un certain nombre d'examens complémentaires. À demander dans un premier temps un bilan morphologique, donc un scanner cérébral et un scanner du massif facial. Le scanner cérébral a fait état de nombreuses lésions, de multiples fractures, des fractures des os propres du nez, des fractures au niveau de l'os du sinus frontal, des fractures au niveau de l'arcade orbitaire gauche, et le scanner du massif facial a mis en évidence une fracture de la mandibule droite. Donc aujourd'hui, alors, il doit bénéficier de 2 interventions chirurgicales. La première, c'est une intervention menée par l'ORL. Et la deuxième, c'est le stomatologue qui doit faire l'intervention. Les 2 interventions doivent se faire de manière concomitante, c'est-à-dire qu'ils doivent opérer en même temps. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir les réunir déjà ensemble. Maintenant, sur le plan clinique, alors, il a quand même des séquelles assez importantes parce qu'il a des difficultés à s'alimenter. Aujourd'hui, on a préconisé une alimentation liquide, voilà, puisque dans les complications, il y a ce qu'on appelle un trismus chez nous. Il a une difficulté à l'ouverture des mandibules. Donc, actuellement, il est plutôt stable. Voilà. Donc, il est en attente d'intervention chirurgicale. Tout est déjà en place. On attend juste de réunir les 2 chirurgiens pour pouvoir opérer ensemble. Il devait déjà passer au bloc ce matin. Mais comme je disais au préalable, les 2 interventions doivent se faire concomitantes pour ne pas avoir à faire 2 blocs opératoires. Et les risques, c'est comme toute chirurgie, hein, il y a la chirurgie propre, il y a le risque propre à la chirurgie déjà. Et puis maintenant également, il y a les complications qui peuvent survenir pendant la chirurgie et également après la chirurgie, comme toutes les chirurgies en général. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau pour la dernière ligne droite du peuple qui s'exprime sur cette question liée aux violences chez les jeunes. Madame Christelle Bessala, psychologue, nous a rejoint. Merci d'être là et je suppose que vous avez un commentaire à faire face à ce que vous avez vu. Et comme on entre directement dans le vif du sujet, quels sont, selon vous, les moyens d'y remédier? Alors déjà, ce qui est pour moi pas intéressant, dont le peuple s'exprime, c'est qu'on devrait faire parler en fait ceux qui vivent la situation, notamment les enfants. Parce qu'effectivement, toutes les causes qui sont révélées, chacun en fonction de son intensité, parce qu'en termes, il faut comprendre que tout ça relève des émotions, une mauvaise gestion d'émotions. Et quand on parle d'émotions, c'est parfois la tristesse qui est relevée dans les différents types de familles qu'on a pu énumérer, notamment familles recomposées, familles monoparentales, etc. Dans cette mauvaise énergie, fait en sorte que parfois en situation, en fait, justement scolaire, les enfants vont reproduire soit ce qu'ils ont vu en situation, soit justement la montée d'éthique. Donc, ce qui fait que c'est important que les enfants eux-mêmes s'expriment et c'est en fonction de ça qu'on pourrait effectivement trouver des solutions pour éradiquer effectivement les différentes violences en milieu scolaire. D'accord. Messieurs et dames, vous avez la parole. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. La violence est réelle. Des familles gabonaises souffrent parce que les enfants, même issus de ces familles, sont parfois des victimes, parfois des bourreaux, les 2 à la fois, parce qu'un enfant qui donne des coups se sent mal à un certain niveau. Et dans ce sens, effectivement, les enfants qui donnent des coups sont mal. Oui. Mal pourquoi? Mal de la mauvaise construction. En réalité, d'abord, ce sont des enfants qui vont être adultes. Et dans le processus de développement, il y a des modifications hormonales que justement qu'on exclut souvent. Et justement, c'est dans cette modification hormonale, si le réservoir affectif qui est censé être rempli dans une famille, supposons quelqu'un dans une famille monoparentale, ou encore une famille même nucléique qui, malheureusement, le père ou la mère n'est qu'en présentiel,
c'est un déficit sur le plan affectif. Et effectivement, cet enfant qui est éduqué par l'éthique va pouvoir manifester en fait ce qu'il a pu voir. Parce qu'il y a l'égocentrisme qui se développe dans l'adolescence. Ça, il faut le noter. Et ça, c'est très important parce que, comme elle pouvait le dire, c'est la mère qui élève. Parce que la mère va apporter la douceur face à cet instant dans le développement de l'enfant. Et quand la mère n'y est pas, ou bien quand la mère y est, c'est tout ceci qui va pouvoir effectivement permettre à ce que l'enfant soit réglé ou pas. Donc, c'est très important d'avoir cette base. Allez-y, allez-y, allez-y. Je veux dire que, en fait, la justice est facilement fustigée par tout le monde. On dit la justice ceci, la justice cela, mais il faut relever une chose. La responsabilité parentale est pour beaucoup dans justement ce dysfonctionnement, dans ce dysfonctionnement que vous reconnaissez à la justice ou que vous décriez. Mais tout le code de l'enfant le dit. Hein. Alors, les parents, pour le cas d'espèce, vous l'avez vu, on dit que pas de justice pour les riches, pas de justice pour les riches, on enricassait les enfants de pauvres, etc., etc., etc. Mais vous l'avez remarqué, chaque fois qu'un enfant qui n'est pas élevé donc avec l'éthique, avec les notions de bonne moralité, etc., mais il en découle que lorsqu'il il se retrouve dans les mailles de la justice, que les parents vont intervenir. Ils vont multiplier les interventions, ils ne permettent pas à la justice de s'exprimer. Donc la vraie question, est-ce que le peuple gabonais est prêt pour une vraie justice? Est-ce que la justice gabonaise aujourd'hui, monsieur le procureur, est prête à dire le droit? La question est posée. Alors nous avons commencé à dire le droit. Oui. Je le disais tout à l'heure, que dans le cas de Warren, le ministère public était debout, avant les sociologues, avant les assistants sociaux, avant vous, nous on était sur le terrain, nous avons procédé aux arrestations, nous avons mis ces enfants hors d'état de nuire, l'enquête était ouverte. Après la vidéo est devenue virale, etc. Les grands sociologues se sont mis devant les caméras, ont parlé, ok, mais le ministère public était déjà debout. Moi j'aimerais qu'on arrête de parler sur la faute de qui. Voilà. Alors, Madame Linda, le problème de la justice aujourd'hui, c'est que la plupart des enfants qui sont un petit peu violents ces derniers temps sont des mineurs. Ce sont des enfants mineurs qui ont besoin de l'assistance des parents, etc. Et la loi n'est pas claire à ce niveau. Et c'est là, la loi dit que le parent est responsable sur le plan économique, de façon pécuniaire. Je vais bien expliquer. Expliquez-nous. Le parent a deux responsabilités. Il a la responsabilité civile qui est établie par l'article 384 du Code civil ancien. Ça veut dire que quand votre enfant mineur commet un dommage, un dégât matériel, vous devez en répondre de manière pécuniaire, c'est-à-dire financièrement, s'il casse une table, s'il tamponne une voiture, voilà. Et la responsabilité pénale, elle, ça circule sur 3 axes, parce que la responsabilité pénale, elle est institut personnelle. Ça veut dire que l'acte que Stécie commet, je ne peux pas en répondre, même si on était ensemble. Chacun doit répondre de manière personnelle. Mais dans le cas des mineurs, les parents répondent dans 3 cas. Dans le cas où ils sont complices du délit, ça veut dire qu'ils ont participé au délit. Par exemple, le père conduisait pendant que l'enfant allait braquer. Ou si par négligence, l'article 348 du Code civil d'ici, les parents par négligence ont poussé leur enfant dans la délinquance, ils encourent jusqu'à 6 mois et 24 000 francs d'amende. Mais il faut établir que c'est la négligence du parent qui a créé les effets du père et les effets des enfants. C'est ça les 2 types de responsabilités que les parents ont quand un enfant est mineur, civil et pénal. Mais alors, la question que je m'en vais poser, qui est un petit peu posée par tout le monde sur est-ce qu'il n'est pas temps de faire évoluer la loi? Mais bien sûr. Là où le parent a failli, il répond parce que l'enfant... C'est là où moi je veux en venir, Madame le DG. Ce qui manque principalement au Gabon, vous savez c'est quoi? C'est 2 types d'établissements. Un type d'établissement de réinsertion. Parce que quand les enfants ils sortent de prison, ils vont où? Ils sont souvent abandonnés. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail. Donc ils repartent dans la rue qui est devenue leur mère. Et ils recommencent et ils récidivent. Alors que si on les met dans une maison de réinsertion sociale, on a des travailleurs sociaux spécialisés qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien. Je parle mal, mais quand je dis ne foutent rien, c'est qu'on ne leur donne pas de travail par rapport à la formation qu'ils ont suivie. Moi, je travaille avec des travailleurs sociaux spécialisés, mais ils sont faits pour éduquer des enfants qui sortent des milieux scolaires. Mais ils n'ont pas de structure pour travailler avec ces enfants. Des enfants qui sortent des milieux carcéraux, excusez-moi. C'est-à-dire que quand ils sortent de prison, on le garde pendant 6 mois. Il y a des enfants, quand ils sortent de prison, les parents ne veulent plus les reprendre. Moi, j'ai travaillé avec ces enfants. Il faut se battre. J'ai même dû payer le billet d'un enfant pour qu'il reparte à l'âge tout vide, pour que sa mère le reprenne, mais le beau-père l'a chassé. Donc, le premier établissement, un établissement de réinsertion, où quand un enfant sort de prison, on ne le remet pas à la rue. On le met dans un établissement qui le réinitialise, qui lui réapprend à vivre en société et qui lui apprend un métier avec lequel il va gagner de l'argent et il n'ira pas braquer. Deuxième établissement, la prison
de Libreville n'est pas la solution. Non. Il faut une maison de redressement pour les mineurs. N'a qu'un seul mot. Tu as combien de lits prison? Oui. Est-ce que la prison est la seule? Pas la solution. Et vous savez quelle solution marche aux États-Unis que j'ai observé? Les peines de la honte. C'est-à-dire que ces enfants-là, on leur met un uniforme orange, on les fait nettoyer tous les caniveaux de Libreville avec le panneau. Voilà ce que tu as fait. D'intérêt général. Voilà, c'est ça qui va marquer. Mais pourquoi la justice n'actualise pas? Mais maintenant, il faut les mettre en pratique. C'est l'application. C'est l'application. Et puis, c'est les moyens. Un dernier tour de table. Messieurs, nous Moi, sommes arrivés je pense que si on établit ces deux établissements de redressement et de réinsertion, les enfants vont avoir un endroit où on va traiter le problème à la base. Parce que la prison n'est pas la solution. Là-bas, c'est même l'université du crime. L'université du crime, c'est là où on apprend à l'enfant à mieux braquer. En prison. C'est très grave, parce qu'en plus, ils sont ensemble. Il faut des établissements spécifiques. Très bien. Oui. Et nous sommes arrivés au terme. À chaque fois que vous prendrez la parole, s'il vous plaît, à chaque fois que vous prendrez la parole, concluez en même temps. Madame Linda a montré quelques aspects. Mais ces aspects, il va falloir demander encore un budget à l'État. Ça, c'est sûr. Mais notre propre insertion, ce sont nos familles. Nos mamans et nos papas doivent prendre la responsabilité d'encadrer les enfants. La réinsertion qu'on demande, on va demander un budget au chef de l'État à hauteur de milliards. Nous n'en avons pas. La question ici, c'est redresser nos enfants par nous-mêmes, nous les mamans. On ne va pas tout remettre à l'État. Qu'est-ce que nous faisons? On a aujourd'hui des enfants de moins de 16 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Personne ne va effacer ça. On a aujourd'hui, nous les mamans, nous sommes humiliés, nos maris sont humiliés. Qu'est-ce que nous faisons? Amenons notre cœur quelque part, prenons nos responsabilités. Une femme qui ne veut pas la honte de... Vous en avez le droit, mais allez-y. Vous donnerez votre avis. La réinsertion, moi, je l'ai fait très facilement. J'ai simplement invité des travailleurs économiques, des opérateurs économiques qui se proposaient volontairement à la sortie de prison de certains prisonniers de les prendre en apprentissage. Ça coûte 0 francs. C'est juste l'entraide. C'est juste la créativité. Oui, Linda, mais nous avons... Arrêtons de poser toujours à l'État pour résoudre nos problèmes. Bien sûr que vous avez mis un plan d'insertion, mais aujourd'hui, on a un cas palpable aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, merci. Votre mot de la fin sera celui-là. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, rapidement? Les familles doivent prendre leur part de responsabilité dans qu'elles fassent leur part. Très bien. Monsieur le sociologue. Je faire mienne cette pensée qui dit que si vous voulez savoir dans quelle direction va un pays, il faut regarder dans les yeux de sa jeunesse. Lorsque vous regardez dans les yeux de nos jeunes, qu'est-ce que vous voyez? C'est des écrans de fumée. C'est une jeunesse qui est complètement camée. En regardant Gabon 24 ces derniers temps, on voit par exemple le dossier Socrate, ce vendeur de drogue-là qui inonde le marché, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est que la conséquence. Voyez-vous, les violences dont nous parlons ici sont la conséquence d'un certain nombre de malaises. J'ai parlé du système judiciaire tout à l'heure, mais il y a aussi le système sécuritaire, la porosité de nos frontières. Comment est-ce que cette drogue-là fait pour rentrer sur le territoire national? Ça veut dire que, oui, si, parce que ces jeunes-là, pour beaucoup, deviennent violents lorsqu'ils ont consommé Kemeka et tout le reste. Mais Kemeka, moi j'ai grandi ici au Gabon, je n'ai pas connu Kemeka. Très bien. Votre mot de Donc, fin. il faut aussi que nous puissions renforcer notre appareil sécuritaire. Très voilà. bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Parent, oui, papa Parent, les parents sont interpellés. Vous êtes les premiers responsables de vos enfants. C'est vous encore qui allez devant la justice et qui dites à la justice, c'est mon enfant, il ne faut pas l'incarcérer. C'est encore vous les parents qui l'abandonnez face à lui-même avec son téléphone. C'est vous-même qui achetez iPhone 32. Donc, à un moment donné, parents, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est... dites-nous quelque chose. Comment on sort de cette violence? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que aujourd'hui, c'est devenu une honte de se faire appeler parent. Il faut l'accepter. Moi, je ne nie pas la responsabilité ou l'irresponsabilité parentale. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas responsables. Mais moi, je voudrais circonscrire l'activité des parents au sein des écoles. Parce que, oui, c'est là où on trouve, j'ai envie de dire, le plus grand nombre d'enfants. Aujourd'hui, nous, en tant que parents, ou du moins l'école a créé des mécanismes pour que les parents puissent s'investir également, suivre les enfants au sein des établissements. L'association des parents d'élèves aujourd'hui est réduite aujourd'hui aux cotisations. Et même quand il y a cotisations, vous avez des conflits entre parents d'élèves, chefs d'établissement à cause des cotisations. Mais est-ce que c'est le rôle réel d'une association des parents d'élèves au sein d'un établissement? De cotiser. Il faut que et l'éducation nationale et les parents
s'asseyent pour dire voici le rôle des parents au sein de l'établissement et que le parent assume sa responsabilité. C'est ce que je tente de dire depuis. Et c'est ce que je disais. Ce sont les parents d'élèves, et je le dis encore, madame, ce sont des parents d'élèves qui ont été les premiers à créer la sécurité scolaire au sein de l'établissement. Et il faut la renforcer. Voilà. Justement. Très bien. Donc, permettez-moi, pour terminer, c'était un cri. Et j'ai aimé le poste du président de la République. Aujourd'hui, les parents également s'en remettent au président de la République pour dire, pour que notre pays fonctionne bien, marche bien, la dynamique qu'il impulse en condamnant l'impunité fait en sorte que nous, les parents, qu'on se mette au pas. Ok, très bien. Merci. Les parents à tous les niveaux, directeurs, magistrats, etc. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Stécie Ndinga, nous sommes arrivés au terme de cette émission et la justice, à l'épreuve de l'impartialité, a été questionnée aujourd'hui. Vous nous dites qu'il y a des choses qui sont faites, mais les Gabonais pensent que la justice ne s'auto-saisit pas et ne dit pas nécessairement la loi, qu'elle est gangrénée, qu'elle est corrompue, qu'elle est à la solde des dirigeants. Vrai, faux, qu'avez-vous à nous dire pour refermer cette émission? Alors, la justice travaille. On le disait, sur plus de 1400, près de 1500 décisions qui sont rendues en moyenne courant l'année judiciaire, 10 sont décriées. Mais pourquoi on ne félicite pas les 1400, 1390, je ne sais pas combien, bonnes décisions qui sont rendues, qui ont rétabli les Gabonais dans leurs droits? Et nous devons retenir aussi que la justice, c'est le dernier rempart. Si les parents échouent parce qu'ils agissent en aval, laissez la justice, en amont je veux dire, laissez la justice en aval faire son travail. Les interventions ne permettent pas justement à la justice de fonctionner correctement. Parce que lorsqu'on sait qu'il faut contacter telle personne qui pourrait ébranler une telle action, d'accord, on porte atteinte aussi à quelqu'un qui a soif de justice. Et à ce moment, on ne permet pas que justement que la nation soit élevée. Donc c'est notre responsabilité à tous de laisser la justice fonctionner correctement. Mais c'est à la justice de s'autosaisir, quelle que soit la pression. Je pense que vous en avez les mécanismes. La justice se saisit toujours. Très bien. La justice se saisit toujours. Mais elle cède à la pression. La justice se saisit toujours et ne cédera pas à la pression. Très bien. Sauf que nous invitons justement à cesser la pression. Voilà. Merci beaucoup, Madame Linda. Rapidement. Merci. Moi, j'aimerais simplement dire plus jamais ça. Je n'aimerais plus jamais ouvrir mon téléphone et voir un enfant gabonais se faire taper par d'autres enfants gabonais. Il est temps qu'on s'asseye, parce que se jeter la faute ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est que du dialogue jaillit la lumière. Qu'on s'asseye et qu'on trouve, tous les corps ici présents, qu'on trouve une solution pérenne pour que plus jamais un enfant gabonais ne subisse cette violence. Très bien, merci. Madame le psychologue, vous avez la lourde tâche de refermer cette émission. Eh bien, oui. Qu'avez-vous à nous dire pour que plus jamais ça? Tout à fait. J'ai bien aimé justement l'apport que le parent pouvait donner en disant que déjà, on ne naît pas parent, on le devient. C'est tout un apprentissage d'être parent. D'où l'importance comme ça, vous, les médias, de pouvoir transférer effectivement des informations qui vont aider la jeunesse à pouvoir être des gens bien. Parce qu'en réalité, ils sont impactés par quoi? Par tout ce qu'ils écoutent dans TikTok. Et c'est ce qui reflète leur personnalité. Plus des programmes qui vont dans le sens, effectivement, d'être de bons citoyens, de bons apprenants. À cette condition-là, on pouvait effectivement avoir des personnes qui vont être dans la société. Et là, on a parlé des mamans. Malheureusement, on a des mamans dysfonctionnelles qui aussi, à leur tour, ont subi malheureusement dans leur enfance des traumas, qui ont du mal, elles, malheureusement, à pouvoir donner ce qu'elles sont. Donc, c'est important de pouvoir avoir, pourquoi pas, comme on a parlé, Linda pouvait parler tout à l'heure, de ce centre où on va pouvoir insérer ces jeunes, aussi des parents, leur donner les rudiments qu'il faut pour être des véritables parents, pour enfin qu'on puisse avoir des véritables parents et des bons Gabonais, pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup. Messieurs et dames, vous n'avez plus la parole. Oui, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui nous a permis de questionner quand même la responsabilité des uns et des autres. Et si la famille reconnaît sa responsabilité, le droit demande à dire le droit. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ce que l'on retient, c'est que les Gabonais sont choqués d'avoir vu ce jeune homme se faire lyncher par d'autres collègues. Mais est-ce que la responsabilité incombe à ce seul jeune homme? Est-ce que
c'est finalement pas l'État qui a échoué? Est-ce que c'est pas la loi qui n'a pas suffisamment dit le droit? Est-ce que ce ne sont pas les familles qui ont démissionné? Est-ce que ce n'est pas la société dans son ensemble qui n'a pas regardé cette violence dans les yeux avant qu'elle ne prenne cette proportion? La question est posée, la parole vous est donnée et vous pourrez continuer les débats chez vous. Nous, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Le peuple s'est exprimé sur cette question. Notez que les jeunes sont toujours devant le juge d'instruction et que l'instruction suit son cours. J'étais avec Monsieur Aurel Mabika, de la FENAPEG, Monsieur Sir Pavlov Moussavou, sociologue, Stécie Ndinga, procureur de la République adjoint, Linda Bongo Ndimba, substitut du procureur, Nicolas Bouloulou, directeur général de l'éducation civique et de l'alphabétisation, Nadine Obon-Zing, épousei, directeur général des affaires sociales, Christelle Bessala, psychologue, Madame Angezomo, sociologue. Voilà les personnes qui m'ont accompagné pour ce parcours du peuple qui s'est exprimé à ce jeune homme qui a été donc agressé par ses condisciples. Nous souhaitons prompt rétablissement et nous disons ensemble plus jamais ça au Gabon, car la jeunesse, c'est elle qui fera la suite de ce que nous entamons aujourd'hui. C'est elle qui est sacrée et c'est elle qui construira la 5e République. Merci de nous avoir suivis. À tous, on dira plus jamais ça. Plus jamais ça.